Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mahamadou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger avec vous sur les problèmes qui assaillent la planète Terre et le Sénégal en particulier. Nous entendons ces temps-ci les partis politiques, beaucoup de brouhaha autour du choix qui a été fait au niveau d'un parti, d'une coalition de partis, Benno Bokk Yakaar, que ça a éclaté, les gens ne sont pas entendus sur le choix du président de l'APR et en même temps président du Sénégal, qui est Amadou Ba. Il y a eu des contestations, d'autres ont préféré présenter leur candidature. Bien entendu, ils sont libres de le faire, nous sommes dans un pays démocratique où, à part le fait qu'il y a le suffrage censitaire, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de se présenter, qui ont les moyens financiers de se présenter, c'est eux seuls qui vont se présenter. Les pauvres sénégalais, on a beau parler de démocratie, hein, c'est une démocratie, mais les pauvres sénégalais qui n'ont pas quoi se mettre dans la bouche, ils n'ont même pas quoi présenter, donner comme caution afin de pouvoir se présenter aux élections législatives. Pourtant, on parle de leur pays et ils font partie du Sénégal, mais leur voix n'est jamais entendue. Ils sont des sans-voix qui sont loin d'être représentés par la flopée de candidats qu'il y a et qui sont issus des partis du pouvoir ou bien des partis de l'opposition qui étaient au pouvoir, ça fait pas très longtemps. Donc cela ne doit pas étonner cela ne doit surprendre personne qu'au niveau de l'APR qui ne soit pas entendu sur les candidats. Parce que l'APR n'est pas un parti, hein, c'était une propriété de Macky Sall. C'est lui seul était le propriétaire de l'APR, lui était le président, c'est lui qui décidait. Bon, du moment maintenant qu'il avait les moyens de pression sur les individus qui étaient le fait qu'il était chef de l'État, donc il avait un moyen de pression qu'il pouvait exercer sur tout le monde, sur les autres. Maintenant, puisqu'il ne sera plus candidat, ce moyen de pression qu'il pouvait exercer sur les gens n'étant plus, les gens sont libres de se révolter contre ses choix. Et ils lui ont fait bien savoir. Avec des successions de démissions du gouvernement. Cela ne doit pas surprendre. Ainsi vont les partis qui sont des propriétés d'une seule personne. Où c'est le président du parti, le chef du parti. Il ne s'appelle même plus secrétaire général. Hein. Leur fragile modestie ne leur permet même plus. Leur fragile modeste humilité ne leur permet plus de faire appel au truc de secrétaire général, mais plutôt de président. Ok. Il en va de même aussi dans le parti d'Abdoulaye Wade. C'est Abdoulaye Wade qui a décidé, qui faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de plan. Il disait même qu'il n'y avait même pas de plan B ni de plan C. Que leur seul plan, c'était soit Karim était candidat en 2019, s'il ne l'est pas possibilité pour un autre élément du PDS d'être candidat. Il leur a fait montrer clairement que c'est sa propriété, son parti. C'est son fils qui est candidat. Son fils, s'il ne peut pas être candidat, personne d'autre ne peut être candidat. Voilà comment marche la démocratie sénégalaise. C'est des propriétés privées qui s'érigent en tant que parti et qui prétendent maintenant gérer les intérêts des Sénégalais alors qu'ils ne supportent même pas la contradiction au sein de leur parti. Des gens qui ne supportent même pas la contradiction au sein de leur petit îlot de parti. Comment peuvent-ils gérer le pays démocratiquement une fois qu'ils sont élus à la magistrature suprême? C'est une question qu'on doit se poser, qui mérite d'être posée. C'est une question même qui remet en cause toute existence de modèle démocratique au Sénégal. C'est des histoires. On parle de démocratie, où est le Sénégal, le pays d'Afrique noire, où il y a eu, à part le Cap-Vert, où il y a eu la première fois l'alternance. Tout ça, c'est de la musique, c'est de la salsa qui ne fait pas danser. Parce que tout le monde sait comment marche cette démocratie au niveau du Sénégal. C'est le pouvoir de ceux qui ont les moyens, de ceux qui sont octroyés des moyens en étant dans les partis qui géraient le gouvernement à l'époque, que ce soit les gens qui étaient du PS, que ce soit les gens du PDS, etc., et que ce soit les gens de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar.
ils se sont énormément servis. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils en ont profité, ils ont fait beaucoup d'argent et c'est avec ça qu'ils ont déposé leur caution, leurs millions, leurs dizaines de millions qu'on leur demande comme caution. Et maintenant, les pauvres autres Sénégalais misérables qui n'ont pas quoi manger, bien entendu, ils ne peuvent pas se présenter. Pourquoi? Parce qu'il leur marquera une condition sine qua non pour être candidat, c'est quoi? Mais l'argent. Il faudra une caution de plusieurs millions qu'ils n'ont pas. Et c'est ça, voilà comment marche la démocratie. La démocratie marche de façon antidémocratique. C'est la dictature des gens qui ont l'argent, la dictature des moyens pécuniaires. Des moyens de ceux qui ont l'argent, qui sont servis lorsqu'ils étaient au niveau du pouvoir, qui sont servis avec l'argent du contribuable. Bref, pour ne pas aller plus loin, donc cela ne doit pas nous surprendre. Et ce qui se fait là, ce cirque-là n'est pas un cirque démocratique, au contraire. C'est un cirque qui n'a rien de démocratique. Cela dit, passons, on entend aussi des commentateurs parler un peu des orientations des élèves, du nombre d'élèves qui ne seraient pas orientés, etc. Mais le problème est qu'au Sénégal, on a un bac qui n'est pas un bac qui rende service au Sénégal. Je m'explique. La plupart, sur 170 000 candidats, il n'y avait que 20 000 candidats qui étaient dans les séries, 20 000 candidats au bac qui étaient issus des séries scientifiques. 20 000 sur les 120 000, sur les 170 000, autant pour moi. Sur les 170 000, il n'y en avait que 20 000 qui étaient issus des séries scientifiques. Les 150 000 restants, c'était des séries littéraires. Mais qu'est-ce que le Sénégal, qu'est-ce que des diplômés, des maîtrisards en lettres ou en trucs là, à part une faiblissime minorité, micro-minorité, qu'est-ce que des maîtrisards ou des licenciés en séries littéraires rapporteront au Sénégal pour son développement scientifique, économique, technique? Rien du tout. On va les former, on va en orienter beaucoup à l'université, ils auront des diplômes en espagnol, leur maîtrise en espagnol, leur maîtrise en italien ou en russe ou bien en portugais, ce que vous voudrez, mais l'espagnol, le portugais, le russe, etc., ça va nous rapporter quoi pour le développement de ce pays? La question reste posée. Si on n'a que 20 000 sur 170 000, 11,9, mettons 12% des candidats au bac qui étaient issus des séries scientifiques, comment voudrait-on que ce pays se développe? On peut avoir assez de médecins, assez d'ingénieurs, assez de techniciens supérieurs en discipline scientifique, en tout ce que vous voulez, en sciences, en mécanique, en tout ce que vous voulez, d'électricité, tout ça, en électronique, etc. Vous allez voir, on va avoir ça, on va avoir ces gens-là avec quoi? Avec des bacheliers en série littéraire. Ça, c'est sérieux. Donc, tant qu'on n'aura pas réorienté l'enseignement au niveau du Sénégal, parce que l'enseignement est mal orienté, la boussole que suit l'éducation nationale ici est mauvaise. Elle ne sert rien au pays. C'est dès les classes de 6e qu'on doit s'intéresser, dès les premières classes du CM qu'on doit s'intéresser, qu'on doit intéresser les élèves aux disciplines scientifiques. Et leur faire comprendre que c'est avec ces disciplines qui vont développer ce pays, et avec ces disciplines qu'ils ont la chance de servir, qu'ils auront la chance de servir leur pays. S'ils ont des bacs, leur bac dans les disciplines scientifiques, mais pas dans les disciplines littéraires. Et le gros de la troupe, 150 000 sur 170 000. Mais soyons sérieux avec ça, comment on peut développer un tel pays, un pays comme le Sénégal qui fait partie des pays les plus sous-développés de ce monde-là, de cette planète Terre? Mais soyons sérieux, ces discours qu'on fait dans nos télévisions, là, les trucs, ça ne sert à rien. Si on veut développer ce pays, il faut que la formation soit accentuée au niveau des sciences. Et que la formation même des enseignants, des professeurs en série scientifique, qu'on insiste davantage sur la formation, qu'on améliore cette formation, parce que cette formation pratiquement a échoué. Là, je parle de la formation des formateurs, des enseignants. Et ensuite, on ne peut pas avoir des effectifs, des classes où les effectifs sont à 70, 80 élèves, et vouloir aussi que la formation, faciliter la formation des enseignants. Les enseignants géreront difficilement des effectifs de 70 élèves, alors qu'ailleurs en Occident, on parle de 34, c'est déjà trop. Ici, on dit 70, on va jusqu'à 80, même dans les centaines, et les gens ne sont pas inquiétés par cela. Et pourtant, les gens ont les moyens de construire des stades à 100 et quelques milliards, et 35 milliards pour un monument de la Renaissance, je ne sais plus quoi, des conneries pareilles qui ne se rapportent rien au pays.
Mais on ne peut pas construire des salles de classe. Non, il faut que ce soit les Japonais qui fassent ça, ou bien des Américains. Ou bien on ne peut même pas construire un hôpital de Dantec, qui depuis des années, là, on n'en parle même pas. Les Sénégalais ne sont même pas dignes d'avoir un système hospitalier digne de ce nom. On n'a même pas d'hôpital. Jusqu'à présent, l'hôpital de Dantec, on n'en parle même plus. Personne n'en parle, ça n'intéresse plus les Sénégalais. Ça n'intéresse plus les hommes politiques sénégalais, les gens qui pérorent nuit et jour au niveau des plateaux, des télévisions et autres. Là, ça ne les intéresse pas. Mais pauvre Sénégal. Voilà le destin cruel qui a été tracé pour nous. Maintenant, pour ce qui est de ce qui se passe à travers la planète, on a entendu aujourd'hui Andrew Blinken qui faisait hier un discours au niveau de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui disait que oui, c'est la fin de l'unipolarité. Et maintenant, c'est le monde multipolaire des autocrates qui est là. En parlant d'autocrates, il ciblait les Chinois et les Russes. Il n'a même pas fait mention des BRICS dans son discours, parce que tant il a une haine viscérale envers les BRICS. Mais qu'il le veuille ou non, que le monde occidental le veuille ou non, les BRICS sont devenus une donnée incontournable de la scène géopolitique et économique mondiale. Ça, il n'y peut plus rien. Il n'y peut plus rien. Ce sont des gens qui sont incapables de fournir des armes aux Ukrainiens. Ils n'ont même plus d'obus à fournir aux Ukrainiens. Pourquoi? Pourtant, le budget du Pentagone, le budget éculé, le budget de cette année, c'est 880 milliards de dollars. Des chiffres hallucinants qui donnent le vertige. 880 milliards de dollars. Une bonne partie est réservée au complexe militaro-industriel. Mais le complexe militaro-industriel américain fabrique 24 000 obus, 24 000 shells qu'ils disent par mois. Et les Russes, eux, pendant ce temps, avec un budget beaucoup plus modeste, font 3 500 000 obus par an. 3 500 000 obus par an. C'est-à-dire les Russes, en un seul mois, fabriquent l'équivalent de ce que font les Américains en une année. En un seul mois. Et voilà comment ils voulaient remporter la guerre de l'Ukraine là, en faisant des discours avec leurs médias qui sont mainstream là, qu'ils contrôlent. Dire que oui, la Russie va perdre la guerre, l'Ukraine va la gagner, on va armer l'Ukraine, on va sanctionner la Russie, on va faire s'écrouler la Russie, comme disait Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances. On va faire s'écrouler la Russie là en 6 mois. Et qu'est-ce qu'on constate maintenant? Économiquement parlant, c'est l'Occident qui est au bord du précipice. Et que la Russie, au contraire, est en train de piquer davantage du poil de la bête. Qu'ils font davantage d'obus, davantage même de... Ils ont même mis des bombes maintenant de 1500 kg, donc d'une tonne et demie. Qui équipe l'un de leurs bombardiers sur un Su-34. Mais l'Occident a perdu la confrontation vis-à-vis de l'autre monde qu'est le BRICS, que constitue le BRICS. La guerre qu'il tentait contre la Chine en sanctionnant la Chine, en disant que oui, la Chine n'a plus le droit d'importer, n'a plus la possibilité d'importer les microchips, les chips, là, autrement dit les semi-conducteurs qu'il fabriquait. Ils ont même interdit à des entreprises taïwanaises de pouvoir commercer avec les Chinois, de même que des entreprises sud-coréennes ne pouvaient pas vendre à Huawei pour équiper ses smartphones. Mais Huawei a sorti un smartphone, je ne sais plus comment, c'est Mi 60 Pro. Et tenez-vous bien, un smartphone qui a été fait à partir de semi-conducteurs qui ont été tous conçus, confectionnés en Chine. Je crois que la société qui faisait ça, c'est pas son nom, ça doit être CEMIC, je crois. Une société chinoise. Bien entendu, les Américains ont ajouté cette société chinoise sur leur liste noire. Voilà ce qu'ils savent faire, sanctionner, mettre sur leur liste noire. Ces gens maintenant s'en soucient peu de leur liste noire. Ils ont atteint des niveaux de compétences technologiques que les Américains même n'ont pas atteint plutôt.
Et ça va aller de l'avant, ça va aller de l'avant. Et puis ce smartphone, la nouveauté c'est que non seulement c'est un smartphone, mais on peut composer sur un satellite. On peut faire un appel via un satellite avec ce smartphone. Donc les Américains qui voulaient casser le coup aux Chinois, à l'économie chinoise, à l'industrie technologique chinoise là, voilà avec quoi ils se retrouvent. Huawei sans bruit, sans tambour ni trompette, a créé un smartphone qui dépasse les leurs. Donc, chers Africains, ce que nous devons comprendre, c'est que l'avenir appartient à ceux qui se battent, mais pas à ceux qui pérorent nuit et jour. Ce n'est pas en pérorant nuit et jour comme on le fait au Sénégal qu'on va changer le devenir du Sénégal. Il faut que cela change, mais c'est en se battant. En se battant comment? En insistant sur la formation maintenant technologique, sur la modification, le changement. Je ne dis même pas modification, ça c'est des euphémismes. On doit faire une métamorphose de fond en comble du système éducatif sénégalais. Ça c'est le premier élément. On doit aussi avoir une agriculture autosuffisante. Ça on l'a dit et répété ici à travers toutes nos vidéos. Mais on dirait que ça tombe, nos propos tombent dans des oreilles de sourds. Il faut changer donc le système éducatif, tendre vers l'autosuffisance alimentaire et ensuite former davantage de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes, parce que le pays a besoin de ces gens-là, des sages-femmes, des infirmiers, etc. C'est d'eux qu'on a besoin, on n'a pas besoin de farceurs qui se mettent la pérorée nuit et jour. On a besoin de gens qui rendent service, qui sachent rendre service au pays. Il faut en recruter davantage, former davantage de médecins et diversifier la formation. Ça a été même triste même que notre président se rende en Russie pour revenir avec quoi? Quels accords? Il n'a même pas décroché de bourses pour des formations pour des étudiants sénégalais en différents domaines des sciences qu'il y a là-bas. Qu'il y a non seulement là-bas, mais qu'il y a dans les pays comme la Chine, beaucoup de pays asiatiques. Bref, l'avenir appartient à ceux qui savent se battre. Mais au Sénégal, ce qui est dommage, c'est qu'on ne se bat pas. Les Sénégalais ont l'impression d'être déjà au paradis. Alors que le monde est en train d'avancer sans le Sénégal. Le monde est en train d'avancer sans le Sénégal. Le monde ignore le Sénégal. Le monde ne connaît même pas le Sénégal. Mais c'est à nous de nous battre pour faire connaître notre pays. Pas pour faire connaître notre pays, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est pour que nos chers concitoyens qui sont là, qui souffrent tous les jours, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à travailler, etc. Pour que nos chers concitoyens, quand ils auront un pays qui se développera, où il y aura des usines qui seront ouvertes, des champs qui auront été aménagés un peu partout, mais ces gens trouveront du travail et maintenant retrouveront une partie de leur dignité qui leur a été arrachée par les pouvoirs qui sont là, qui se sont succédés depuis les indépendances, depuis Senghor jusqu'à présent, et qui ont un bilan négatif. Pour ce qui est triste de notre Afrique, c'est que on a appris récemment, j'ai appris récemment que la fille de Omar Bongo, lors de ses vacances en Occident, lors de ces trucs-là, villégiature, elle a dépensé 50 millions de dollars. Vous vous rendez compte? 50 millions de dollars qu'elle a dépensé dans ces villégiatures, elle, la fille de Omar Bongo. Si je traduis, convertis en CFA, ça doit être dans à peu près 30 milliards de francs CFA. Dépensé par une personne qui a eu le culot de dépenser de l'argent qu'elle n'a jamais gagné, que son père a volé, que sa famille a volé. Et ça se passe ici en Afrique. Et les gens croisent les bras. Ce n'est pas le coup d'État qui va régler le problème. Le palais même, le nouveau palais même d'Ali Bongo, il a coûté combien? 500 millions de dollars. Le nouveau palais. Autrement dit, mettez 300 milliards de francs CFA. Le nouveau palais d'Ali Bongo. Alors qu'au Gabon, il y a le tiers de la population qui vit sous la pauvreté. Pour un pays qui avait énormément de pétrole, qui a du bois, qui est doté sur le plan aussi de la diversité de la faune.
Le tiers de la population vit sous la pauvreté. Mais ce qui est anormal, c'est qu'en Afrique, on trouve ça. J'ai pris l'exemple gabonais, mais on peut multiplier cet exemple-là, démultiplier cet exemple-là en parcourant pratiquement tous les pays d'Afrique. Vous allez au Cameroun, vous trouverez là-bas un Paul Biya qui est là-bas au pouvoir depuis 1982, vous vous rendez compte? Depuis 1982, il est au pouvoir, ce Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a rapporté au Cameroun? Rien du tout. Sinon une guerre civile qui ne veut pas s'arrêter. Les anglicistes voulant faire sécession. Qu'est-ce que ces gens ont rapporté à leur pays? Sinon qu'ils ont détourné, qu'ils ont estimé que leur population n'est pas digne de considération, que leur population ne mérite même pas de vivre. Voilà les dictateurs que nous avons en Afrique, c'est Paul Biya, c'est Bongo, famille, etc. Si on peut poursuivre la liste, le chapelet n'aura même pas assez de perles pour finir la liste. En Afrique noire. Tandis qu'ailleurs, les gens se battent pour développer leur pays, se battent pour que leur pays avance. Ici en Afrique, ceux qui sont là ne sont là que pour gérer les intérêts des colons français et s'enrichir. Même celui qui a organisé le putsch au Gabon, il est de la famille Bongo, il est neveu, je ne sais plus, neveu de Omar Bongo, donc cousin d'Ali Bongo renversé. Il a des appartements à Maryland. Des appartements, énormément d'appartements. Que les gens me disent, oh, oui, c'est un général. Mais c'est pas normal, c'est que des généraux de l'armée, des appartements dans des pays comme les États-Unis où le foncier est très cher, alors que chez eux, il n'y a même pas d'hôpital, il n'y a même pas de case de santé, de centre de santé. Ça, c'est inadmissible. Quand des pays ont justifié cela, des comportements, des attitudes de leurs chefs qui peuvent détourner, qui peuvent avoir de tels moyens, qu'ils investissent chez les Occidentaux qui ont déjà tout. En privant leur pays, on prive de nos pays qui n'ont rien. On les prive de tout. Et on envoie ça en Occident acheter là-bas des trucs, alors que les Occidentaux, ils sont tout. Voilà le putschiste qui est au Gabon, sur lesquels les Français n'ont rien dit. C'est des gens qui essaient, que les putschistes n'essaient pas de nous servir le jeu de la pédale, des deux pédales d'une bicyclette. Hein. Faire le jeu entre les colons français ou les colons américains. On en a assez. Les Africains ont assez de ce jeu. On a assez de ce jeu. Les Africains, ce à quoi ils aspirent, c'est d'arrêter ces migrations qu'ils font vers l'Europe, où ils ne subissent que la haine et le racisme de la part de la plupart, de certains Européens, pas de la plupart, de certains Européens. Parce que la majorité des Européens ne sont pas des racistes, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Mais c'est pas le débat n'est pas là. Le débat, c'est que s'ils avaient quelque chose chez eux, et pourtant l'Afrique est bien dotée en termes de ressources naturelles. On a du pétrole, du gaz, du bois, de l'eau, des fleurs, des trucs qui peuvent pousser ici, des fleuves. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les dirigeants qui sont là ne veulent pas que ça change. Ils sont télécommandés par les Occidentaux, par les Français. Le roi du Maroc, il a quand même sa dignité, il a refusé l'aide de la France. La France allait lui donner... la France a proposé d'offrir une aide à la suite des tremblements de terre. Ils ont dit niet. Il a dit niet parce qu'ils ne pardonnaient pas à la France certains propos qu'ils ont tenus, qui passaient mal pour les Marocains. Ils ont dit niet. Le roi vient d'offrir même 60 milliards de francs CFA aux victimes des tremblements de terre. Le Maroc, au moins, c'est un pays où il fait beaucoup mieux vivre qu'au Sénégal. Avec le prix de ce qu'on a, avec le prix d'un œuf, ici, on a 9 œufs là-bas. Au Maroc, le lait, ça coûte rien là-bas. Alors que tout est cher par ici. Les fruits, ça coûte rien là-bas. C'est ici que tout est cher, tout est taxé pour enrichir la caste des gens qui sont au pouvoir. Après, on nous sert quoi comme truc? On a fait un stade, on a fait des routes, on a fait des ceci. Alors qu'il n'y a pas d'hôpital, on n'a pas d'école. Et même les écoles qu'on a là, c'est pour former uniquement des chômeurs. Parce que c'est pour former des littéraires. Pour ne pas former des scientifiques. Ça, c'est un échec monumental de tous les pouvoirs qui sont. Depuis 63 ans, on ne réussit même pas à former. 63 ans, après 63 ans d'indépendance, on forme 150 000, on a 150 000 candidats au bac qui sont de la série littéraire et que 20 000 qui sont des séries scientifiques.
Et ça, c'est hallucinant comme échec. Ce que ces différents pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal là ont produit. Avec ça, ils osent parler d'un bilan positif. Quel bilan? Les candidats sur lesquels nous n'avons pas beaucoup d'espoir au Sénégal là, ils doivent savoir que le Sénégal a besoin d'un virage à 180 degrés. Parce que la direction que nous avons prise, elle est mauvaise. Elle est mauvaise et elle est dangereuse. Elle ne va mener qu'à ce qui s'est passé comme en Libye. En Libye, oui, un pays qui a énormément de pétrole, énormément de trucs, qui avait énormément de moyens du temps de Kadhafi, qu'on a rasé, pillé, et 2 barrages éclatent là-bas. Et combien semble-t-il qu'il y aurait il y aurait plus de... Pour le moment, c'est 13 000 morts, mais d'après le maire de la ville qui est là-bas, ça pourrait être même plus de 25 000 morts. Voilà, la Libye, qui avait tous les moyens, qui avait énormément d'or, qui allait garantir la monnaie africaine. Voilà où s'est retrouvée la Libye après l'intervention des Occidentaux, des Sarkozy et des Obama, après leur truc de 2011. Voilà ce qu'a donné le printemps arabe à la Libye. 25 000 morts sans compter même les morts et les trucs et les disparus pendant les 13 ans de guerre civile qu'il y a là-bas. Notre avenir, ce n'est pas avec les Occidentaux. Notre avenir, c'est à nous de le tracer pour nous-mêmes. Quoi qu'on fasse par ailleurs, c'est une perte de temps. Chers camarades, chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention.